Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Acteurs Public TV pour cette émission spéciale. Fait-il bon travailler dans la fonction publique aujourd'hui? Une émission que nous vous proposons en partenariat avec le pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale. J'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Alors en plateau, Rebecca Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante de l'association L'Accordé. Vous nous direz dans un instant les missions, les interventions très pertinentes de votre association. Vous êtes par ailleurs directrice éducation, loisirs, restauration, égalité femmes-hommes de la ville de Massy. À vos côtés, Tony Brando, bonjour. Bonjour. Vice-président de l'association FP21, association de jeunes agents publics. Merci d'être là. Et en dématérialisé, comme on dit, bonjour Émilie Agnew. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de Grand Paris Sud-Est Avenir, cet établissement public territorial francilien. Mathieu Girier, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Président de l'Association pour le développement des ressources humaines des établissements sanitaires et sociaux. Vous êtes Mathieu, directeur du pôle des ressources humaines du CHU de Bordeaux. Alors vaste question, fait-il bon travailler dans la fonction publique aujourd'hui? À vous 4 la parole. Pour lancer notre discussion, je vous propose de faire un court mot d'accueil chacun, un petit pitch si vous voulez bien, 2-3 minutes, puis on discute ensemble ensuite. Rebecca, vous voulez bien démarrer? Rebecca Després, donc représentante de l'Accordé. Fait-il bon travailler dans la fonction publique aujourd'hui selon vous? Oui, alors moi je ne voudrais pas spoiler le débat aujourd'hui, mais je pense qu'on va être assez d'accord sur la réponse. Pour nous, c'est oui au niveau de l'Accordé. Et non seulement oui, il fait bon d'y travailler, mais il faut promouvoir la fonction publique. C'est l'objet de l'association L'Accordé qui va fêter son 5e anniversaire cette année et qui a pour objectif de promouvoir la diversité, les diversités dans la fonction publique pour avoir une meilleure représentation de la population au sein de nos administrations, toutes fonctions publiques confondues, territoriales, hospitalières et d'État, donc qui regroupent du coup des agents convaincus de cette chose-là au sein de l'association, des fonctionnaires et pas que, qui œuvrent en ce sens. Et pour ça, on développe un certain nombre de programmes d'accompagnement, notamment des jeunes, sur l'année qui va venir. On aura l'occasion d'en parler. Absolument. Merci beaucoup, Rebecca Després. Je le glisse là, émission en partenariat avec le pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale, où nous organiserons le 5 novembre, notez bien la date, 5 novembre, notre grand rendez-vous des fonctions publiques sur le thème fonction publique de point. L'heure des choix, point d'interrogation, mais on y reviendra. Émilie Agnew, en distanciel, comme on dit, je vous pose la même question et puis on la mettra en débat, en discussion. Selon vous, fait-il bon travailler dans le secteur public, dans la fonction, dans les 3 versants de la fonction publique aujourd'hui? Émilie. C'est vrai que je pourrais difficilement dire l'inverse de ce qui vient d'être dit, même si quand même on a des administrations et plus globalement une société française qui ont été soumises à rude épreuve depuis le début de cette pandémie de Covid-19 il y a 1 an et demi. Et en même temps, on l'a vécu de manière un petit peu particulière dans les administrations publiques. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est amené à se poser cette question-là aujourd'hui, parce que finalement, l'utilité des agents publics et des services publics a pu être réactivée depuis cette période-là. C'est aussi une période qui a révélé, il ne faut pas se mentir, certaines failles de nos systèmes d'organisation collective. On a un collègue de l'hospitalière qui est présent avec nous, qui pourra sans doute nous en parler. Mais ce qu'on a vu dans la fonction publique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des élans de solidarité, de générosité, le dévouement, la débrouillardise des agents publics, finalement, quand leur métier et leur engagement fait sens. Mais ce sens-là, bien évidemment, il n'est pas acquis à tout jamais. Et on voit bien que la période qu'on a vécue, ça a vraiment permis de réactualiser le sens du service public, le sens de la solidarité, de l'égalité d'accès aux services publics. Et surtout, ça a permis de questionner le rôle et la place de nos administrations, de notre fonction publique dans la société et la manière de les manager. Et peut-être aussi de remettre un petit peu en question ce qu'on a fait sur les dernières décennies en la matière. Voilà quelques pistes de réflexion et de scénarios peut-être à construire tous les 4. Mais je vous passe la parole, Mathieu Girier, président de l'Adresse. Votre sentiment à vous? Alors moi, je ne me permettrai pas forcément de parler de tous les volets de la fonction publique et je vais me centrer beaucoup plus sur la fonction publique hospitalière aujourd'hui. Alors, on a vécu une crise.
On a vécu une crise qui a ébranlé l'hôpital dans la conception qu'il a de sa place dans la société, de la conception qu'il a parfois de la relation au patient et de la relation à l'usager de services publics. Mais ce qui est clair et ce qui est évident pour nous, c'est que cette crise, elle a démontré l'engagement des professionnels hospitaliers. Et par professionnels hospitaliers, on va parler des soignants, bien sûr, mais aussi des personnels administratifs, des personnels logistiques, des personnels ouvriers, des personnels techniques. Cette crise, elle a montré beaucoup de choses sur la gouvernance, elle a montré beaucoup de choses sur la place de chacun dans la gestion de l'hôpital. Et puis, elle a quand même débouché sur une grande opération de mise à jour de notre statut et de nos rémunérations, le Ségur de la santé, qui ont rendu une grande partie de son attractivité perdue ces 20 dernières années à l'hôpital public. Tant sur le plan quantitatif, puisqu'on attend des recrutements supplémentaires, que sur le plan qualitatif, avec une augmentation des rémunérations individuelles, avec de nouveaux dispositifs d'accompagnement sur le temps de travail, sur les organisations hospitalières, une grosse bouffée d'air frais pour le fonctionnement de l'hôpital. Hôpital qui, au final, n'a jamais perdu de sa superbe. On a toujours recruté. Les effectifs de la fonction publique hospitalière ont augmenté de plus de 10% sur les 10 dernières années. Et faire le choix de l'hôpital aujourd'hui, c'est faire le choix d'une carrière d'engagement, d'une carrière forte au service des autres, et puis aussi une carrière avec de la compétence, une carrière au contact de l'innovation, avec des parcours professionnels qui permettent à chacun de rentrer à son niveau et d'évoluer vers des fonctions de représentation, d'encadrement, d'expertise qui font la fierté de notre système hospitalier. Merci Mathieu Girier, beaucoup de pistes là encore, question d'attractivité, on va en dire un mot, c'est un enjeu fort. Tony, vous voulez bien terminer ce tour de table présentiel virtuel? Tony Brando, vice-président de FP21. Avec plaisir. Donc nous, pour notre part, à FP21, c'est justement notre vocation de rassembler toutes les fonctions publiques, les 3 versants, ainsi que des agents de tout statut, de tout métier, qui font toutes les missions qui sont possibles de faire dans la fonction publique. Pendant les 18 mois qui viennent de s'écouler, toutes les administrations ont été mises à rude épreuve. Et ce qu'il est ressorti, nous, de nos échanges réguliers, quasi quotidiens avec les jeunes agents, c'est que cette crise a mis en lumière 2 éléments dans les administrations et dans la fonction publique. En tout cas, elle a mis en lumière ce que disait Émilie, les failles, oui, notamment un sentiment de fatigue et parfois de lassitude face à des agents qui n'étaient pas forcément formés pour le distanciel, face à des managers également qui n'étaient pas formés pour décider et agir dans l'incertitude, face à des sujets également d'équipement. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il fait bon travailler aujourd'hui dans la fonction publique? S'il y a bien un élément que cette crise a mis en lumière, c'est la fierté qu'on a de travailler pour la fonction publique. Là, pendant cette crise, et notamment chez les jeunes agents, on aurait pu croire que cette crise, juste que tout le monde soit dans un sentiment d'abattement. Et ce qu'il est ressorti au final, c'est qu'on était fiers d'être dans nos administrations, de tenir les meubles, et dans un moment où toute la société est bouleversée, d'agir, même dans la difficulté, au service de la collectivité, parce que c'est ce que nous sommes, des jeunes agents. Enfin, on est recrutés par la collectivité pour la servir, et notamment dans ce type de situation. L'autre élément que je voulais souligner, c'est également, je regarde mes petites notes, ouais. C'est également... Allez-y. Alors, on continue. C'est également l'optimisme qui peut sortir de cette période. Les agents, en 18 mois, mais pas en quelques jours, ont revu leurs pratiques, ont revu les process, on a changé d'outils. Sur le télétravail, on a gagné 10 ans, sur les pratiques collaboratives également. Et quand on dit que l'administration est sclérosée, qu'elle ne peut pas changer, cette période a montré qu'on peut changer et que, là c'est dans le cadre d'une crise, mais dans un cadre plus normal, c'est également une possibilité. Et c'est ce que je retiendrai. Donc, est-ce qu'il fait bon travailler dans la fonction publique aujourd'hui? C'est pas toujours simple, mais en tout cas, il n'y a pas à creuser longtemps pour trouver du sens. Si on devait, les décideurs, les employeurs, les RH publics devaient communiquer justement pour les enjeux d'attractivité, il faudrait qu'ils vous donnent à tous les 4 la parole. Donc on est d'accord, fait-il bon travailler dans la fonction publique?
Oui, mais évidemment avec quelques nuances. Vous avez parlé de failles, vous avez parlé d'engagement, la question du sens, la démarche, la relation aux usagers, ces problèmes, enjeux, on va dire, de gouvernance. Vous avez parlé de fatigue, de lassitude. Bref, beaucoup de pistes. Si on regarde un petit peu comment évolue le management qui a été beaucoup secoué, on va dire, depuis 18 mois, on le voit, le management dans le secteur public, l'accompagnement des troupes, l'accompagnement des équipes a longtemps été un peu, alors dites-moi si c'est un constat que vous partagez, mais assez administratif, assez statutaire, gestion de masse. C'est comme ça qu'on l'a vu un petit peu à la rédaction d'Acteurs Publics. Et on voit aujourd'hui une gestion plus individualisée, gestion des talents, gestion des parcours, gestion des carrières. Est-ce que c'est une tendance qui va aller en s'accélérant? Et comment faire? Quels sont les leviers pour appuyer cette transformation, cette évolution vers des parcours plus individualisés? On tient compte clairement des femmes et des hommes qui font le secteur public. Quelle est votre analyse, Rebecca Depré, sur cet enjeu-là, qui là encore est extrêmement large? Je pense que vous avez décrit un peu le cheminement dans lequel on est, c'est-à-dire que on reconnaît aujourd'hui l'expertise managériale, c'est-à-dire la compétence de management qui est propre et qui peut s'exercer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire autant de management de proximité, d'équipe de terrain, que de supervision à une échelle plus large. Et dans ce sens, je pense qu'on est passé aussi peut-être d'un management de petits chefs où l'expertise technique comptait avant tout, à aujourd'hui justement cette vision managériale qui permet aussi du coup d'avoir une collaboration au quotidien avec les agents qui ont cette expertise technique. Et donc on est de fait dans une démarche collaborative de co-construction avec les usagers également, mais en tout cas je pense que c'est ça aussi qui donne du sens à la fonction publique et à associer les agents au quotidien à travers des projets, à travers l'action qu'on mène et les politiques publiques qu'on propose au quotidien. Mathieu Giry, je vous voyais acquiescer en distanciel, ces enjeux de construction qui permettent aussi de mieux se sentir, de travailler de façon peut-être plus efficace aussi dans le secteur public. C'est possible co-construire davantage? On va vers cela, selon vous? Alors, co-construire, certainement, animer surtout. Oui. On parle beaucoup de l'évolution du management ces 18 derniers mois au contexte de la crise. Il ne faut pas oublier que la notion même de management dans la fonction publique et a fortiori dans la fonction publique hospitalière, c'est une révolution de palais depuis 20 ans et une transformation profonde du positionnement des managers. Vous le savez peut-être, si vous êtes passé par l'environnement hospitalier, il y a encore 30 ans, on ne parlait pas de cadre de santé ou d'attaché d'administration, on parlait de chef de bureau pour les attachés et de surveillants pour les personnels d'encadrement de terrain dans les secteurs de soins. Cette logique de la supervision où finalement un cadre est juste là pour vérifier la régularité des tâches réalisées par les agents qui lui sont confiés, on y met fin, on y a mis fin au début des années 2000. Il en reste encore des traces. Ça fait déjà 10, 15, 20 ans, selon les établissements, qu'on travaille ardemment à repositionner l'encadrement. Et finalement, ce qu'a démontré la crise, c'est qu'on a essayé de libérer du temps pour que les cadres fassent autre chose que de la supervision, qu'ils animent leur équipe, qu'ils fassent de la qualité, qu'ils se positionnent différemment. Et ce nouveau positionnement, il a engendré un effet extrêmement pervers, qui est le système du reporting, avec des cadres qui passent plus de temps à gérer des aspects administratifs qu'à gérer effectivement la réalité de leur équipe. Et ça, à l'hôpital, avec une continuité de service 24 heures sur 24 et un risque médico-légal qui est extrêmement important, c'est devenu 80 à 90% du temps du cadre, au détriment des projets, au détriment de la vie collective et au détriment du positionnement du manager au sein de son équipe. Émilie Agnew, est-ce que c'est un constat que vous faites, le développement du reporting? Alors vous êtes dans la territoriale, les enjeux sont un peu différents, mais quand on parle de management par la confiance qui se développe, qui s'instaure, davantage d'autonomie pour les équipes, c'est une avancée, mais derrière, s'il y a ce reporting, ce travail un peu administratif que mentionne Mathieu Giry, ça ne va pas. Quel est votre regard? Oui, c'est vrai, comme vous le soulignez, dans la fonction publique, et ça permet aussi de répondre à la première question, il y a une grande diversité d'organisations, de métiers, de culture professionnelle, de culture managériale, et même au sein d'une même organisation, en fonction du manager et des métiers qui sont exercés, vous allez retrouver des environnements de travail et des conditions de travail qui sont
très différentes. Pour autant, la question du management, aujourd'hui, si elle se pose à nouveau, c'est parce qu'on a une société qui a évolué. On a des agents qui ont de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations. On a des nouvelles générations aussi qui viennent régénérer nos administrations. Mais finalement, c'est des questions qui sont posées aux administrations comme elles sont posées aux entreprises. Simplement, les administrations ne sont pas des entreprises, justement. Et on fait souvent des faux procès au statut de la fonction publique. Et donc, il faut vraiment revenir au sens et à l'origine de pourquoi il y a un statut dans la fonction publique qui est fait de droits, de devoirs et d'engagement. Parce que s'engager dans la fonction publique, faire le choix du service public, c'est utile socialement. Oui, ça fait sens, mais ça implique un cadre de travail qui est bien particulier, qui peut être un cadre souple. Et d'ailleurs, le statut n'empêche absolument pas les souplesses. Le statut est régulièrement réformé. Donc, il faut aussi se méfier de ces discours gestionnaires qu'on a voulu implémenter dans les administrations, parfois en s'inspirant aussi de modèles du privé qui étaient déjà dépassés. Et ces modèles gestionnaires, on voit combien ils nous ont créé aussi un certain nombre d'impasses qu'on a vues dans cette crise. Et en même temps, vous parliez de co-construction tout à l'heure, ça pose vraiment la question du modèle de management qu'on veut dans nos administrations, qui doivent concilier à la fois un cadre de sécurité, des protections collectives, un statut qui doit être préservé, même s'il doit être réformé pour s'adapter aux défis de notre temps, et aussi de l'autonomie aux agents sur le terrain, parce qu'on a vu aussi dans cette crise que finalement l'autonomie laissée aux agents pour trouver des solutions sur le terrain, elle a permis d'être réactif, elle a permis de prendre en compte, de co-construire, comme vous disiez, face à la complexité, face à l'incertitude, face à l'urgence. C'est cette intelligence collective sur le terrain qui a permis de relever la situation et finalement de montrer que d'autres voies étaient possibles. Merci Émilie. Alors à vous écouter, le statut n'empêche pas l'agilité, n'empêche pas l'autonomie, c'est peut-être son application en fait, sa déclinaison parfois dans certaines pratiques. Tony Brando, quel est votre sentiment? Davantage co-construire, il y a une attente des agents qui veulent participer, un peu un ras-le-bol des choses très verticales, davantage d'autonomie, ce statut, un cadre protecteur, à écouter Émilie Agnew, mais dont on n'utilise peut-être pas suffisamment toutes les potentialités managériales, si je puis dire. Vous partagez ce constat et comment concrètement on avance si on se projette? Tout à fait, et si ce n'est tant moi, depuis le printemps, 500 jeunes agents nous ont rejoints. On leur a fait passer un questionnaire et sur les 500, il y a la moitié qui nous disent il y a un sujet sur le management dans la fonction publique. Ouais. Ce management tayloriste où on a ceux qui conçoivent, ceux qui appliquent, des rigidités avec un manager qui est justement presque, enfin, c'est comme un contrôle de l'égalité interne. Ce n'est pas une personne qui est, enfin, par rapport à ce qui ressort de nos différents échanges, ouais. La personne qui va insuffler du sens, une vision, enfin, ça c'est toujours des questions après d'individualité, mais du sens et une vision à son équipe. C'est pour cela que nous, on a lancé un groupe de travail autour de l'innovation managériale, oui. Qui rassemble une quarantaine de jeunes agents et qui est animé d'ailleurs par Joanne, que je salue aujourd'hui. Et ce groupe de travail a décidé d'adresser cette question selon 3 points. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut mieux traiter la question du capital humain dans les administrations. C'est-à-dire, pour résumer cette idée, c'est la phrase un peu de Michel Crozier qui disait que face à la complexité, ça ne sert à rien de complexifier les structures et les procédures. Il faut professionnaliser les hommes. Il disait, Michel Crozier, l'organisation ne doit plus être le moyen de faire de grandes choses avec des hommes médiocres, mais le moyen de rendre les hommes non médiocres. Et je trouve cette idée, enfin moi c'est une phrase qui me parle beaucoup et dans l'association également. La deuxième idée qu'on adresse dans le cadre de ce groupe de travail, c'est le management du collectif. Il y a un rapport de France Stratégie qui va sortir là au courant septembre sur les compétences pour innover dans les organisations. Et un rapport qui est basé sur une recherche qui a été faite par Brieux du Roscoe et qui nous dit que, enfin, ce que je trouve très original dans ce rapport, c'est que les équipes et l'environnement de travail sont des compétences à part entière des individus. Et ce rapport conclut sur le fait qu'il faut apprendre à manager les équipes de manière globale et d'arriver à combiner les individualités en fonction des situations, qu'on ait une vision collective de son équipe et pas juste des statuts qui induisent des fonctions. La dernière idée, c'est le fait que les managers dans la fonction publique ont peut-être besoin d'être également accompagnés. Ce n'est pas parce qu'on est expert qu'on est manager. Et le développement, on le voit notamment dans le privé, mais aussi ailleurs, du tutorat professionnel, du coaching, et quelque chose qui se développe notamment aujourd'hui au ministère des Armées et qu'on ne peut qu'encourager et souhaiter.
Il faut qu'on mette, alors je recite ce rendez-vous du 5 novembre, grand rendez-vous des fonctions publiques avec le pôle fonction publique d'AG2R, la mondiale, fonction publique, l'heure des choix. On pourra valoriser tous vos travaux d'innovation managériale. Je vois que le temps file et il y a beaucoup de pistes. Cette émission peut-être va en appeler quelques autres si vous en êtes d'accord. Un mot sur, vous parlez tous les quatre au fond des femmes, des hommes qui managent les équipes, qui travaillent sur ces enjeux-là. Je disais une gestion moins administrative, moins statutaire, davantage individuelle. Vous parlez d'autonomie, donc il y a derrière des femmes et des hommes. Est-ce que sur ces enjeux-là, ces problématiques-là qui sont tellement centrales, c'est surtout une affaire de profil, et qui dit profil dit ouverture, diversité, il y a des avancées, alors dites-moi si ce sont des avancées, on a le sentiment que oui, concours Talent Plus, les démarches de réforme de la formation, tout ça est en cours, on verra ce que ça donnera, mais il faut ouvrir davantage le secteur public. Je me tourne vers vous, Rebecca Després, c'est un des enjeux forts de votre association, l'Accordé, mais sur toutes ces problématiques de management, c'est éminemment central selon vous, et comment on accélère ? Moi, je pense que c'est central en termes aussi d'attractivité. Aujourd'hui, on a 39% des collectivités qui disent avoir du mal à recruter. C'est presque une obligation aujourd'hui d'ouvrir les cibles potentielles et d'aller recruter les talents là où ils sont, et de démystifier la fonction publique et le métier de ce qu'on appelle communément fonctionnaire, mais en fait d'aller dès la licence expliquer aux étudiants ce que recouvre la fonction publique, quels sont les métiers derrière et quelles sont les manières d'y accéder, parce que ça aussi c'est complexe, et nous on pense à l'association que c'est un travail de longue haleine, à la fois en amont et en aval. Une fois qu'on a atteint un concours, etc., comment on développe son réseau, ça permet aussi d'avoir une diversité d'origine dans la fonction publique, de genre également, mais des diversités qui enrichissent au quotidien la fonction publique. On a aujourd'hui des administrations qui se posent la question de comment rendre plus lisibles les formulaires dans les démarches du quotidien, de facile à lire et à comprendre. Aujourd'hui, on est le professionnel qu'on est en fonction de l'histoire personnelle qu'on a, et au plus on a des agents qui représentent la société, au plus on sera à même de communiquer avec ces sociétés-là et de répondre à leurs attentes en termes de politique publique. Excellent. Même si, Émilie Agnew, sont des enjeux dont on parle beaucoup, ouverture, diversité, profil, est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance, et comment on avance plus vite ? Moi, effectivement, j'ai le sentiment qu'on avance déjà parce qu'on a pris conscience, d'une part, des biais de reproduction qu'on pouvait avoir, le fait qu'on recrutait un petit peu celles et ceux qui nous ressemblent. Donc déjà, cette prise de conscience, elle a permis un certain nombre d'actions dans les administrations, à la fois au niveau des concours, pour pouvoir recruter des profils différents, mais aussi dans les procédures de recrutement, et aussi dans les parcours de mobilité interne au sein des administrations, et puis entre les administrations et le reste de la société. Et puis, on a aussi, je pense, pris conscience effectivement des enjeux systémiques, c'est-à-dire, on l'évoquait aussi tout à l'heure, le fait qu'on ait des organisations qui ont tendance à rapidement se rebureaucratiser et à reproduire des schémas un peu verticaux et pyramidaux. D'où le fait qu'il y a effectivement l'enjeu de déverrouiller depuis le sommet nos administrations, ce qui passe effectivement par la formation initiale et la formation des hauts fonctionnaires, la mobilité aussi des hauts fonctionnaires, de nouveaux profils venus d'autres horizons, mais qui ont aussi d'autres repères en termes de management, en termes d'environnement de travail. Mais aussi, il faut miser sur la formation tout au long de la vie de l'ensemble des millions d'agents publics de terrain, parce qu'on parle beaucoup des hauts fonctionnaires, de la formation des hauts fonctionnaires, mais on laisse souvent aussi de côté, je trouve, dans les débats publics, la question des millions d'agents publics du quotidien qui vont parfois faire toute leur carrière dans la fonction publique et qui peuvent avoir aussi les leviers pour faire bouger la fonction publique de l'intérieur. Là encore, Mathieu Girier, je le disais, je vous vois, peut-être votre dernière intervention, puisque vous avez des réunions du côté du CHU de Bordeaux. Je parlais de la gestion statutaire avant, plus individuelle aujourd'hui. Il y a cet enjeu aussi de formation où on misait essentiellement sur la formation initiale, il y a 10-15 ans, où la formation tout au long de la vie des agents publics était vraiment, pouvait être musclée, on va dire. Là, il y a un travail qui est fait. Voilà un enjeu clé pour permettre d'évoluer professionnellement, pour rendre encore cet enjeu d'attractivité plus fort. Tout
tout à fait. Alors, la fonction publique hospitalière, elle a une particularité, c'est que elle a 2 défis majeurs à traverser et à remporter. Le premier concerne les filières soignantes, donc les filières infirmières, médico-techniques, de rééducation. Ce Big Bang dont je vous parlais précédemment, avec les cadres de santé qui doivent être des animateurs de leurs équipes et porter des projets collectifs, co-construits, avec une capacité à fédérer les organisations, pour reprendre un peu ce que disait M. Brando tout à l'heure, essayer d'avoir une vision collective du groupe et pas forcément une somme de tous les individus qui le composent, c'est quelque chose qui a profondément aussi transformé la filière de formation initiale des cadres de santé. Vous le savez peut-être, être cadre de santé à l'hôpital public, c'est avoir exercé précédemment un métier à diplôme d'État. Ce diplôme d'État, vous l'avez exercé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous devenez cadre, vous pilotez ceux qui ont été vos collègues précédemment et vous passez par un an de formation pour essayer d'acquérir les rudiments du management et de l'encadrement. Ce positionnement des instituts de formation des cadres de santé, qui sont en général rattachés aux établissements hospitaliers et en général au CHU, est un vrai sujet, une vraie question qu'on va devoir trancher dans les années à venir. Quelle est la place de l'IFCS? Comment on le complète? Avec des Master 1, des Master 2, c'est déjà fait. Est-ce que la voie de l'universitarisation est la bonne pour la formation des managers hospitaliers? C'est une vraie question qu'on se pose. Et puis, il y a une deuxième filière, celle des encadrants et des managers qui vont être sur les filières administratives, logistiques, techniques. On a des corps d'ingénieurs qui sont extrêmement bien développés et que l'on pourvoit à la fois par de la formation initiale et puis par de l'évolution de carrière, VAE, formation continue, qui proviennent des meilleures écoles d'ingénieurs. Et pour autant, sur la filière administrative, un vrai désamour pour la fonction d'attaché d'administration hospitalière, malgré des évolutions statutaires, un concours qui reste peu passé, avec peu de postes à la sortie, beaucoup de contractuels dans les établissements qui du coup ne font pas carrière à l'hôpital, puisqu'ils n'ont pas accès à des fonctions de direction dans la suite de leur parcours de carrière. Donc un vrai sujet à accompagner sur la restructuration de la filière formation initiale des attachés d'administration hospitalière et sur une vraie dynamique, un vrai intérêt à retrouver pour cette carrière d'attaché d'administration. Voilà un travail, un zoom sur lequel on peut mettre aussi la lumière. Tony Brando, un mot sur les enjeux de formation, puis on va terminer ensuite cette émission extrêmement riche. Sur les enjeux de formation, alors, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez sur le mot, enfin qu'il faut que l'administration soit plus ouverte à une diversité. Nous, c'est vrai que le mot diversité, on l'aime pas beaucoup à FP21 parce qu'il peut avoir tendance à essentialiser les individus. Là où nous, on préfère parler de talent et de la manière dont on peut les détecter, les recruter et les aider à grandir. Et c'est pour ça qu'on axe à ce point notre travail sur l'innovation managériale. On pense que le manager est le levier du développement des talents. Concernant la formation, là, dans le cadre de la réforme de l'ENA, de l'INSP, il y a évidemment des avancées qu'on salue. Les classes prépa talents sont une avancée. Les places réservées pour plus de diversité, j'allais dire. Ouais, on tombe dans les biais. En tout cas, pour une plus grande ouverture de la haute fonction publique sont évidemment une avancée qu'on ne peut que saluer. En revanche, on aurait pu imaginer quelque chose de plus audacieux. Par exemple, quand on parlait du rôle des attachés, il est vrai qu'on aurait pu, par exemple, imaginer une sorte de cursus honorum dans les administrations où, si l'on souhaite devenir haut fonctionnaire, on passe par les IRA, ou on passe les concours d'attachés et ensuite régionaux d'administration. Instituts régionaux d'administration, et qu'on ait des parcours qui soient beaucoup plus graduels. Ouais. C'était la phrase du président de la République lors de la convention managériale où il disait qu'il faut diffuser une culture du guichet dans l'administration. Ouais. Et on le rejoint assez, que lorsqu'on n'est pas en contact avec les publics, le fait de réussir un concours à 25 ans ne fait pas de nous de fait un manager. Oui. Et que ça, c'est quelque chose qui se construit sur le terrain. Bon, beaucoup de pistes. Tout cela nous donne de la matière pour notre grand colloque du 5 novembre. Merci à tous les quatre. Peut-être un très court mot de conclusion, le message fort sur lequel vous voulez insister. J'ai pris des notes à vous écouter. Il y a vraiment beaucoup de pistes. Peut-être une idée phare, une idée force, chacun, pour terminer. Mathieu Girier, le message sur lequel vous voulez insister en conclusion.
Peut-être un dernier message. La fonction publique, elle se fait en marchant. Ça fait plus de 200 ans qu'elle existe dans son format actuel. Alors, elle a connu des sauts de puce, des grandes transformations, des big bangs. On pense que la crise Covid va être un de ces grands big bangs. Peut-être pas à la hauteur de celui de 1983 ou de celui de 1946. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le progrès, la progression qu'on voit dans la fonction publique est énorme et on espère qu'on va pouvoir capitaliser dessus pour rappeler et proclamer à tous que le métier qu'on a est un beau métier, ce qu'on y fait est intéressant et qu'on a vraiment de l'avenir à venir travailler dans la fonction publique. Merci Mathieu pour cette conclusion Big Band. Donc 83, c'était le statut de la fonction publique. Votre conclusion, le message fort sur lequel vous voulez insister, Émilie Agnew? Alors, c'est difficile de choisir, bien évidemment. Il y a tellement de mais pistes, je suis assez d'accord avec vous. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance, de solidarité, d'égalité. Et aussi, on voit beaucoup monter les enjeux écologiques, les enjeux démocratiques, le besoin de dépasser son propre quant à soi et de préparer l'avenir. Or, individuellement, on est impuissant face à tous ces enjeux. Et collectivement, on sera en mesure de relever ces défis-là et ça suppose de renforcer nos moyens d'action collective et donc ça passe par le renforcement de nos administrations, ça passe par la prospective, ça passe par le fait d'anticiper, de se préparer aussi au plus improbable parce qu'on a vu que l'improbable peut arriver, il peut advenir. Et même les administrations et leurs élus et les politiques ont les leviers finalement pour éviter les prochaines crises, refonder le système de santé, restaurer la biodiversité, changer de modèle économique, par exemple, en soutenant des activités relocalisées, plus respectueuses du vivant, des droits sociaux. Oui. Donc finalement, ça répond bien à la question du début, fait-il bon vivre dans la fonction publique aujourd'hui? Il y fait bon vivre aujourd'hui parce que ça permet de recréer ce sens, ça permet de reprendre possession de son présent, de son avenir, aujourd'hui et demain. Mais tout cela se construit, vous l'avez souligné, Émilie Agnew. Tony Brando, votre conclusion, tellement de pistes. Je rejoins tout à fait Émilie. Face aux défis écologiques, démocratiques et sociaux, les agents publics ont un rôle à jouer et ont également envie de s'engager pour ces sujets. C'est le moment de le faire. On considère à FP21 que les managers publics, tous les agents publics, mais notamment les managers, peuvent être la courroie de transmission, peuvent être des catalyseurs. Et c'est pour ça, là, je fais un peu ma pub perso, mais qu'on vous donne rendez-vous aux avant-premières de l'action publique qui auront lieu en novembre. Si vous êtes un agent et que vous avez une bonne idée pour améliorer l'éco-responsabilité des services publics, l'intégration des agents, la prise en compte de la parole des usagers, déposez votre dossier de candidature sur le site d'FP21. C'est quand votre affaire ? C'est le 16 novembre à 18h. C'est après le 5 novembre. C'est après le 5 novembre. Rebecca Després. Oui, si je peux clore ce débat sur un mot, ce serait le mot de l'engagement. On en a beaucoup parlé là en ce moment, mais il fait sens aussi dans les programmes qu'on développe et même je pense que cette fierté, Émilie l'a dit, d'être fonctionnaire, elle doit trouver un écho dans une autre forme d'engagement, de promotion aussi de la fonction publique. Aujourd'hui, on développe le mentorat, notamment dans les classes talents, mais pas que. Et quand on fait un appel à candidature au niveau de l'association pour mentorer des jeunes, etc., on a près de 300 candidatures d'agents publics qui souhaitent s'investir pour justement passer le flambeau, apporter des conseils et voilà, guider sur le long terme les jeunes qui veulent s'engager. Donc ça, je pense que c'est assez positif et ça répond, je pense, à la question initiale. Oui, ça dit beaucoup de votre volonté des agents publics de s'investir. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, c'est extrêmement riche, un peu frustrant parce qu'on aurait passé davantage de temps ensemble. Merci beaucoup Mathieu Girier, Émilie Agnew, Tony Brando, Rebecca Després. Vous représentez les trois versants du secteur public. Merci à vous tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à revenir vers nous, à témoigner, à réagir. Là, il y a vraiment beaucoup de pistes. Je vous donne rendez-vous le 5 novembre au matin à partir de 9h. On communiquera davantage sur le grand rendez-vous des fonctions publiques, un événement porté par le pôle fonction publique d'AG2R La Mondiale. Le thème:
Fonction publique, 2 points, l'heure des choix, point d'interrogation. Merci, je vous dis à très bientôt.